Justement, l'annonce du diagnostic, quand on est face à un enfant, et des enfants parfois qui sont petits, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, malgré tout, quels mots on peut mettre à la fois pour le parent et voilà, comment ça se fait? Et puis après, on verra justement aussi comment les infirmières interviennent dans cette... Enfin, d'abord ou pas d'abord, comme vous voulez. Je pense qu'il faut... Enfin, la plupart des enfants avec épilepsie sont vus par des pédiatres. Donc les pédiatres sont quand même normalement à même de parler aux enfants. Il faut un temps d'explication adapté à chacun et à chaque âge. À partir d'un certain âge, c'est assez simple. Je pense qu'à partir de 11-12 ans, en fait, le consultant, c'est le patient et les parents sont autour, quoi. D'accord. Il faut quand même leur parler. On s'adresse à... même avant, je pense. Mais oui, enfin, je veux dire qu'à partir de 11-12 ans, on peut faire toute la consultation en dehors des descriptions des crises, puisque pour beaucoup de patients, quand même, une majorité de patients, il y a une perte de connaissance. Donc de toute façon, même chez un adulte avec épilepsie, il va y avoir un entourage qui va dire voilà ce qu'on voit pendant les crises. Enfin, lui-même ne va pas se souvenir. Donc cette partie-là n'est pas extrêmement différente. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt de faire la consultation avec l'enfant dès 11-12 ans, ça dépend de la maturité, hein, et puis, mais majoritairement oui, parce qu'en fait à un moment c'est lui qui est concerné, et ses parents le sont indirectement, mais beaucoup des épilepsies de l'enfant vont rester des épilepsies à l'âge adulte. Si c'est quelque chose d'étranger au patient, c'est-à-dire que oui, c'est ça. On va rater quelque chose, quoi. Et pour à un revenir, moment, c'est lui qui va être concerné, il va être adolescent, il va pas demander l'autorisation à ses parents le jour où il y aura une soirée, il y aura la première fois de l'alcool, du cannabis et tout ce qu'on veut d'autre. Voilà, donc à un moment, pour revenir à tout le sujet qu'on va évoquer, c'est le début de finalement, si on lui parle tout de suite à lui, enfin aussi rapidement que possible, évidemment, on commence déjà à l'impliquer, à l'autonomiser. Chacun à son niveau, et puis chacun en respectant aussi et les habitudes familiales et le background culturel. On n'est pas là pour imposer nos propres vues, mais à un moment, on parle beaucoup de transition. La transition de soins, passer d'une équipe de pédiatrie à une équipe d'adultes, c'est quelque chose d'important. Mais la transition de faire qu'un enfant qui avait 10 ans va avoir 15 ans, puis 17 ans, et il a toujours une épilepsie, et c'est lui, et il évolue, et il n'est pas resté bloqué à 12 ans parce qu'il avait une épilepsie, et qu'à 17 ans, il a le droit de faire ce qu'on a le droit de faire des 12 ans à l'intérieur de la même famille ou du même background culturel. À un moment, on a raté quelque chose d'important. Oui, la transition, elle se fait tout à fait progressivement, évidemment, il n'y a pas... Après, voilà, chez les tout-petits, c'est difficile, je trouve. Il y a une difficulté particulière. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'hôpital nous voir. Parce qu'en fait, ils ne se souviennent pas des crises. Donc, à un moment, c'est parfois, je trouve, un peu complexe, mais il faut savoir leur expliquer et prendre le temps, en effet. Avec des mots simples et adaptés à leur âge. Alors justement, peut-être, voyons sur les tout petits... D'abord, comment vous reprenez, vous revenez sur cette pose de diagnostic avec l'enfant, les parents, et puis chez les tout petits, comment vous pouvez aider les parents à mettre des mots dessus, puisque c'est aussi ça un peu la question, c'est-à-dire que quand on revient à la maison, les parents, forcément, ça a peut-être besoin d'en reparler. Enfin, quel est votre rôle là? Alors, je dirais que sur la reprise d'annonce, parce qu'en fait, il y a une consultation, par exemple, en cancéro, ça existe depuis longtemps. Hein, donc, la reprise d'annonce, c'est vraiment d'accorder un temps spécifique à la famille pour reprendre ce qu'ils ont compris. Donc, on va parler après d'éducation thérapeutique, mais c'est un peu le but, en fait. C'est de savoir où ils en sont, de savoir ce qu'ils ont compris et de savoir ce que ça engendre dans leur famille aussi, par rapport à ce que disait le docteur Auvin, c'est par rapport à leur propre représentation de la maladie tout court, mais aussi de l'épilepsie, parce qu'on disait tout à l'heure sur l'image que l'épilepsie a dans le monde. Hein. On n'est pas tous égaux, même en France déjà, mais aussi parce que nous, à Robert Debré, on a aussi, je pense un peu partout maintenant, mais des populations qui viennent d'autres pays, donc ça, il faut prendre en compte. Et d'avoir vraiment une reprise d'annonce pour donc on part de ce qu'ils ont compris. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez leur donner des conseils sur... Voilà, après, une fois, ils sortent de l'hôpital quand même, ils se retrouvent en famille. Quel mot on peut mettre dessus? Est-ce que vous guidez les parents là-dessus? Parce que j'imagine qu'on est un peu démunis. Une fois que le diagnostic est posé, ok, on a compris, mais bon... Alors déjà de dire que c'est chacun à sa vitesse, en fait. Par exemple, d'en parler à l'école. C'est vrai qu'on dit, nous, le mieux, en tant que soignants, c'est que tous ceux qui s'occupent de l'enfant, donc l'école, la famille, les grands-parents, les copains, voilà, soient au courant. Déjà, pour une raison, c'est la sécurité de l'enfant. Et aussi, à un terme un peu plus général et un peu plus
noble, on va dire, qu'on se rende compte aussi que l'épilepsie, c'est pas forcément avoir un handicap, et voilà, que la population en général puisse voir aussi qu'un enfant peut... Voilà. Donc ça, c'est important, mais il y en a plein qui ne veulent pas, et aussi de respecter ces rythmes-là, et par exemple de dire aux petits, si c'est que ton meilleur copain, voilà, est-ce que tu peux... voilà. Et pour les parents, essayer de s'appuyer sur les grands-parents. On essaye vraiment, au moins qu'ils aient ça. Oui, qu'il y avait quelques personnes de référence déjà au départ, voilà. tout proche. D'accord. Parce que déjà, rentrer dans la maladie, on a besoin d'aide, on va déjà d'être parents, on a besoin d'aide, mais aussi particulièrement quand on est avec une maladie chronique, c'est important d'avoir du relais. Alors, je fais un tout petit retour en arrière parce que vous êtes infirmière de pratique avancée, on l'a dit. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'infirmière. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots brièvement ce qu'est une infirmière de pratique avancée? C'est infirmière en pratique avancée. Ah, pardon, en pratique avancée. Donc, c'est un diplôme supplémentaire, donc, qui est un Master 2 qui se fait à la fac. Donc les premières infirmières ont été... le diplôme arrivé en 2018 en France. Et donc les infirmières en pratique avancée, elles ont donc un diplôme supplémentaire pour s'occuper des patients conjointement avec leur médecin. Donc à l'hôpital, c'est vraiment conjointement avec le médecin, c'est-à-dire que les médecins peuvent nous adresser les patients pour qu'on puisse faire des consultations de suivi des patients. Donc, alors en épilepsie, ce que je vous ai expliqué au téléphone, en épilepsie, c'est encore un petit peu difficile parce que le décret n'autorise pas à ce qu'on adapte les traitements antiépileptiques, alors qu'on peut le faire dans le diabète, qu'on peut le faire dans l'insuffisance cardiaque, mais pas en épilepsie ni en Parkinson. Mais donc on peut suivre les patients et aborder avec eux toutes les problématiques de la maladie, mais aussi de la vie quotidienne, parce qu'en général, on a un peu plus de temps pour s'en occuper et de faire de la prévention en santé. Donc vous êtes présente dans tout ce qui est maladie chronique, puisque c'est... Tout à fait. Donc il y a 5 spécialités, donc infirmière en pratique avancée en pathologie chronique stabilisée, dont fait partie l'épilepsie, au même titre que Parkinson, insuffisance cardiaque et diabète, par exemple. En oncohématologie, en néphrodialyse, en psychiatrie et santé mentale, et la dernière, urgence. D'accord. Ah oui, aussi urgence. Voilà. Donc si on choisit d'être en urgence, on ne peut pas aller travailler, sauf si on fait une double mention. D'accord. Alors justement, vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que... Alors, bouchez-vous les oreilles peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que la présence d'infirmières en pratique avancée dans votre service, leur présence, ça change quoi? J'allais dire pour vous, mais donc à terme pour les patients en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée quand même. Pour les patients, je suis convaincu que c'est très différent. C'est difficile. En tout cas, à titre personnel, j'ai toujours un peu de mal. En fait, Marion n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain en pratique avancée en disant on recrute quelqu'un et voilà quoi. Il y a un long historique de notre équipe sur les métiers infirmiers, infirmiers de coordination, éducation thérapeutique, infirmière en pratique avancée, mais aussi protocole de coopération. Il y a un protocole de coopération entre médecins et infirmiers qui fait qu'à l'intérieur de notre équipe, les ajustements de traitement dans des cadres donnés, avec vraiment des organigrammes, il y a tel critère, il n'y a pas tel critère, je peux faire ça, je peux pas faire ça, si je peux pas faire, j'appelle le médecin, si je peux faire des modifications de traitement. Donc il y a un long historique de l'ensemble des métiers infirmiers, pour plusieurs raisons. Anticiper et puis assumer, c'est vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de professionnels de santé. Deuxième chose, l'évolution des métiers infirmiers fait partie des choses qui, pour moi, étaient assez naturelles parce que j'ai bossé un petit peu aux US, en tout cas un temps suffisant pour avoir eu cette influence de ce qu'étaient les métiers infirmiers et ce qu'ils apportaient en plus. Je vais prendre un exemple hyper concret quand même, quotidien de ma vie. Le jeudi, je dois avoir une vingtaine de patients en consultation. C'est évident que je ne passe pas 1 heure par patient. Et ma réponse, elle est humaine, bien entendu, mais souvent très technique, très focalisée sur des points donnés. Et je ne peux pas, ou en tout cas j'aimerais, mais autrement il faudrait que je change mon emploi du temps ou qu'on multiplie le nombre de médecins dédiés à l'épilepsie dans notre équipe par 10. Mais je ne peux pas passer à parler, alors à l'annonce diagnostique, oui, mais de revenir, je le refais pour certains points focalisés, mais de revenir sur à quelle heure tu vas te coucher le soir. Bon, si je pose la question, ceci dit, mais bon. Je ne peux pas passer le même temps sur la réannonce, sur la partie d'éducation thérapeutique, sauf quand j'ai des temps dédiés, mais pas dans mes consultations propres. Ce qui veut dire que si on veut qu'il y ait une prise en charge importante, globale, il faut qu'il y ait d'autres professionnels de santé. D'autre part, ma propre personnalité n'est pas la personnalité de Marion, et vice-versa. Bien sûr. Et je pense que pour une prise en charge
global, l'intervention de multiples professionnels de santé avec leurs casquettes et leurs sensibilités différentes répondra de façon plus complète à l'ensemble des besoins en santé d'un patient. Et par rapport à la thématique du jour, c'est-à-dire rentrer dans toute cette problématique de la gestion de la vie quotidienne, vous avez besoin de... La vie quotidienne, je pense qu'une consultation d'épilepsie pédiatrique, c'est impossible de ne pas parler de l'école, c'est impossible de ne pas parler du sommeil, c'est impossible de ne pas parler du comportement. Mais... Donc tout le monde le fera, mais pas forcément avec le même temps, etc. Mais il peut arriver, par exemple, on peut identifier un patient dans l'adolescence, par exemple, avec des problématiques propres, où on n'arrive pas sur des questions simples à trouver où sont les difficultés, comment on peut faire bouger les choses ou donner les clés. Il va falloir prendre du temps ou éventuellement que ce soit une autre personne parce qu'on ne trouve pas les clés. Et dans ce cas-là, j'adresse le patient. Oui, donc pour les parents, les enfants, on voit bien que c'est des personnes ressources supplémentaires. On a aussi un mode de fonctionnement particulier qui est, on voit les patients en fait assez précocement et on peut faire par exemple sur les annonces diagnostiques, beaucoup de nos patients ont des annonces diagnostiques au cours d'un hôpital de jour où on fait l'hôpital de jour à 2 d'emblée, ou avec un autre médecin. Il y a 2 épileptologues spécialisés dans notre équipe, où on fait d'emblée à 2. Et sur des formes d'épilepsie, on va dire, moins spécialisées. Oui, 2 métiers, c'est-à-dire pas 2 neurologues, une IPA ou parfois un infirmier coordination. Mais dans ce cas-là, on décide après qu'on fasse un suivi conjoint. Je vais voir le patient tous les 6 mois et Marion le verra tous les 6 mois, mais on verra en quinconce. Donc il sera vu 4 fois dans l'année. D'emblée, on le fait assez souvent. Alors, vous, Agathe Leleu, vous êtes pharmacien clinicien. Vous intervenez aussi très tôt. On parlait tout à l'heure d'ajustement de traitement. Voilà. Donc, c'est une organisation un peu différente à Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre rôle en tant que pharmacien clinicien auprès de ces enfants épileptiques? Oui, tout à fait. Donc, à Lille, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ok. Ok, merci. Donc, à Lille, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans le service du professeur Nguyen. En relation donc, avec les infirmières de la clinique de l'épilepsie et avec les différents neuropédiatres qui interviennent. Donc moi j'interviens à différents niveaux, notamment en hôpital de jour et en hospitalisation conventionnelle dès qu'il y a une instauration d'un traitement antiépileptique ou, comme on l'a dit, de manière pluridisciplinaire. On va intervenir sur donc l'annonce, etc., et notamment l'éducation thérapeutique de la prise du traitement et tout ce qui en découle. Et donc moi, je vais vraiment intervenir sur les modalités de prise, comment prendre son traitement, identifier les différentes difficultés que peut avoir l'enfant et la famille à la prise des traitements. Au début d'un entretien, je vais faire une liste de tous les médicaments qui peuvent être potentiellement pris par l'enfant déjà, donc s'il a déjà d'autres pathologies chroniques, mais aussi l'automédication. Comme l'a très justement dit le professeur Auvin, il y a beaucoup de personnes qui vont s'automédiquer avec des plantes et on sait que les plantes peuvent... elles sont certes naturelles, on peut les utiliser pour se soigner, pour plein de choses, mais elles ont aussi des effets indésirables et des interactions avec des médicaments et notamment les traitements antiépileptiques. Donc je vais refaire un point là-dessus pour pouvoir identifier éventuellement des interactions médicamenteuses qu'il pourrait y avoir avec le traitement antiépileptique mis en place et après faire toute une éducation, donc modalité de prise, que faire en cas d'oubli, de vomissement, etc. Donc ça se fait de manière conjointe avec les infirmières de la clinique de l'épilepsie et les neuropédiatres du coup. Alors justement, professeur Nguyen, vous, la présence de personnel, de soignants comme Agathe Leleu, ça vous apporte quoi? Alors j'allais pas dire, oui, je comprends que ça vous décharge sans doute certains, mais à votre avis, pour les patients, c'est quoi le bénéfice? Alors, ça va pas. Enfin, je pense qu'il y a une partie effectivement où, comme le disait Stéphane Auvin, dans une consultation, nous on est un peu focalisé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'épilepsie, et même si évidemment comment ça va à l'école, tout ça c'est des questions qu'on pose. Je pense que l'apport, nous, donc, de notre organisation, on a une organisation qui s'appelle la clinique de l'épilepsie, dans laquelle il y a une infirmière qui ne sont pas des infirmières officiellement de pratique avancée, mais c'est qui se sont formées, qui ont un temps vraiment dédié pour ça. En fait, ça élargit les questions qu'on pose. Parce que on s'est rendu compte, par exemple pour les infirmières, donc on voit des enfants qui arrivent après une première crise, y compris parfois juste une crise fébrile, donc ils ne sont même pas dans l'épilepsie. Et en fait, on se rend compte à travers l'entretien qu'elles vont avoir avec la famille que y a eu une peur très importante
au cours de cet événement-là, et que parfois la famille a mis en place des manières de fonctionner qui sont réactionnelles, mais parfois pas adaptées. Donc tout le monde dort dans le salon parce que on ne veut pas laisser l'enfant dormir tout seul, on prend la température 4 fois par jour. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui viennent en plus de ce que nous, on n'aurait pas abordé dans la consultation, parce que ça demande un temps d'entretien spécifique, de poser la question. Et la prise des traitements, c'est vraiment du plus, quoi. Ça remplace pas, c'est vraiment un plus, parce que d'abord, il y a une compétence qu'on n'a pas forcément, de savoir la forme galénique. Alors, on a une espèce de petite boîte, là, toujours... avec les différents cachets pour dire ça c'est un gros, un petit, pour montrer ce que c'est comme traitement pour les parents, pour voir. Ils visualisent bien, pour visualiser, mais il y a des interactions, ça faut pas le prendre, est-ce qu'il faut le prendre à jeun, pas à jeun, au milieu du repas, etc. C'est une compétence spécifique de la pharmacienne, et ça apporte, ça vient vraiment en plus, et dans du concret. Oui, c'est ça, on rentre vraiment dans le quotidien, la prise quotidienne. Et alors, comme le dit tout à l'heure le professeur Vin, il disait, bon, il y aura la transition, mais tout ça, c'est un continuum, bien évidemment. La prise des traitements, à un moment donné, on va très bien supporter les gouttes, et puis à un moment donné, tout ça évolue, donc vous les voyez, j'imagine, à différents moments. Comment vous accompagnez cette autonomisation de l'enfant, en fait? Quels sont vos outils? Comment vous faites pour que petit à petit, l'enfant se prennent plus en charge, que les parents soient peut-être un peu moins en contrôle total de tout, quoi. C'est vrai que quand je vois par exemple des enfants qui arrivent, des adolescents, pour essayer d'aider un peu à l'autonomisation, et aussi que les parents puissent se déstresser par rapport à la prise des traitements, on va pouvoir avoir différents outils d'adhésion médicamenteuse à proposer. Donc, c'est par exemple mettre en place des calendriers ou des piluliers si dans le cas de prise de comprimés ou de gélules, où on va dire à l'adolescent, écoute, tu prépares ton pilulier, maman ou papa va vérifier. Au départ, ça sera fait avec les parents. Après, ça sera sous la supervision des parents. Et après... voilà, donc toujours quand même sous la supervision, étape par étape. Et le matin et le soir, donc l'adolescent doit prendre son traitement, et ça permet aussi aux parents de voir si le pilulier est vide. Donc, normalement, c'est qu'il a pris. Après, on n'est jamais à l'abri que le comprimé soit recraché, etc. Donc ça, c'est encore un autre souci. Mais voilà, disons que ça aide à l'autonomisation. Mettre en place des calendriers, des applications, des alarmes sur le téléphone, tout ça, ça permet aussi de sécuriser, dire à l'adolescent, tu mets une alarme, quand ça sonne, c'est le moment de prendre ton médicament. Pour les plus petits, vous me parliez de gommettes. Oui, pour les plus petits, ce qu'on peut préconiser aussi à Lille, c'est faire une sorte de calendrier. Et l'enfant va mettre une gommette sur le calendrier quand il a pris son traitement. Donc c'est le matin, le soir par exemple, et le soir. Et donc du coup, ça permet de dire j'ai pris mon traitement, et d'impliquer l'enfant dans la prise, la prise de son traitement. D'accord. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, c'est pas vrai ? Il y a des leviers en fait aussi. Tous ces outils-là sont très bien. Il y a des leviers qui sont assez clairs du quotidien, du côté des parents comme du côté des adolescents. Les parents et les enfants, quand ils n'utilisent pas ces moyens-là, souvent c'est un sujet conflictuel. Les parents, c'est est-ce que tu as pris ton traitement ? Est-ce que tu as pris ton traitement ? 3 fois, 4 fois. Pourquoi tu me demandes si j'ai pris mon traitement ? Ceux qui ont des ados dans la salle, ils imaginent bien la situation. Et donc, en concret, ces outils-là permettent que les parents se sentent à l'aise de ne pas, qu'il n'y ait pas un oubli de prise de traitement. Et l'enfant se sent autonomisé sans qu'il y ait ce petit truc qui... C'est pas grave, c'est un irritant du quotidien, mais comme l'adolescent est un irritant du quotidien à lui-même, si on peut baisser à un niveau, c'est un élément important. Et puis l'autre élément, en particulier quand ils ont des plus grands frères et sœurs, ou quand ils vivent déjà un peu dans la limitation d'autonomie par des peurs, parfois justifiées, je dis pas que toutes les peurs sont non justifiées, mais parfois non justifiées. L'autonomisation sur le traitement, c'est le soir où j'ai décidé d'aller passer la soirée avec les copains.
ou un week-end chez mamie. Si je ne sais pas prendre mon traitement, les parents ne vont pas me laisser et ça fait une grosse différence avec le grand frère, la grande sœur, le cousin. Et donc, il y a vraiment des leviers pour quand ils sont... Parce que parfois, il faut quand même reconnaître qu'ils sont un peu indifférents à la motivation de prendre leur traitement. On peut trouver quand même des leviers. Oui, c'est ça. Ils peuvent être des motivations importantes. Et alors, prendre ces médicaments tous les jours, que ce soit des enfants ou des adultes, je pense qu'il y a des moments où on en a marre. Mais comment on fait, alors justement, avec ces enfants, ces ados, pour repérer les risques, les moments risqués un peu de rupture de soins? Qui veut s'exprimer là-dessus? Comment on fait? C'est quoi les signaux, les petits signaux, peut-être que vous pouvez repérer, mais que les parents, évidemment, aussi peuvent repérer? Alors, en entendant ça, moi, il y a une question que je vais poser, par exemple. Je vais demander combien de fois tu as oublié ton traitement le mois dernier? Ça sous-entend que de toute façon... Ça sous-entend que c'est normal de l'oublier, ce qui est vrai. Ouais. C'est-à-dire ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a déjà tellement de choses à penser et de dire que de base, il faut... Donc, ce qui est vrai, alors il y a des enfants qui disent zéro, hein, moi jamais j'oublie pas mon traitement. Puis il y a d'autres qui disent oui, une fois ou deux. Puis les parents disent oui, enfin peut-être un peu plus, voilà. Mais ça permet quand même d'aborder le sujet, de dire et de dédramatiser le. Oui, c'est normal. Il n'y a pas à se dire à culpabiliser en permanence parce que je l'ai oublié hier. Sans parler des enfants qui vivent dans des couples séparés, disant oui de toute façon chez son père il le prend jamais. Enfin bon voilà, ça, on rentre quand même dans ça. Et c'est normal, c'est hyper difficile de prendre un traitement tous les jours à heure fixe, c'est une charge, voilà. Donc déjà on dédramatise en disant on aborde le sujet et puis on voit ok si tu l'oublies, est-ce que tu sais pourquoi tu l'as oublié ce jour-là? On va chercher un petit repérer un peu, de dire le pilulier, le téléphone. Il y a aussi les formes galéniques, ça nous aide beaucoup, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des enfants qui sont avec encore des grosses doses de sirop parce qu'ils avaient eu du sirop quand ils étaient petits, puis tout le monde a un peu peur de changer, ou alors voilà, il y a aussi des adaptations qui peuvent se faire sur les modalités. Et puis en fonction des traitements, il y a des traitements où c'est plus ou moins grave de rater 1 heure, 2 heures. Et je pense que la prise des traitements, ça fait partie de la charge mentale, c'est la mode, mais la charge mentale de l'épilepsie. C'est-à-dire le fait de se dire entre les parents qui disent non, mais de toute façon à 7 heures, vacances comprises, le réveil il sonne, il prend son traitement, quelle que soit l'heure à laquelle il s'est couché. Enfin, nous on nous a dit on peut pas, c'est l'heure, on laisse pas passer la demi-heure. Et probablement que chacun va s'adapter pour que ça soit le plus vivable possible. Mais c'est vrai que ce temps-là de prendre le temps de voir un petit peu avec chaque famille comment vous êtes organisé, c'est-à-dire il y a 3 enfants, il faut qu'ils soient tous, il y a le car qui passe à 7h et qui commence à 8h et que machin, on peut bien comprendre que de temps en temps ça c'est oublie, donc comment on fait c'est ça. Marion, c'est quelque chose que vous évoquez, ça vous essayez de repérer les moments où peut y avoir un peu de ras-le-bol et de... Oui, moi je suis un peu quand même Vienne, c'est-à-dire que déjà je commence à dire que pour prendre une bonne habitude, pour le cerveau humain, c'est 1 an. Donc pendant 1 an, on peut avoir des oublis, et on leur dit sans arrêt, on va pas t'applaudir, mais on va, sois honnête et il n'y a pas de problème pour prendre en compte ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que pour se mettre au sport, pour arrêter de fumer, pour prendre son médicament. Oui, c'est ça. Ouais. Pour se mettre au sport, on sort ses baskets, on les met direct devant le palier. Et là, pour le médicament, il y a aussi... Après, oui, c'est vrai, on parlait de la galénique, sans nommer celui qu'aiment les ados particulièrement. Quand on le prend qu'une fois par jour, c'est quand même mieux. Le soir, tard, c'est mieux que de prendre celui où on doit se lever tôt le matin pour le prendre. Et d'accepter qu'il y ait des petits décalages parce que de toute façon on sait que de toute manière à un moment donné ils vont plus nous suivre donc c'est vrai qu'effectivement les déculpabiliser et voilà. Moi ça m'arrive même parfois d'appeler l'infirmière scolaire quand il y en a une, pas toujours le cas, et de dire est-ce qu'on pourrait faire un PAI juste pour déposer une boîte de médicaments au cas où
voilà, le bus loupé à 7h15 et au moins il peut aller voir l'infirmière à 9h pour prendre son médicament. D'accord. Ouais, ça m'arrive. C'est des petits coups de pouce qui peuvent aider. Et jouer, entre guillemets, jouer, hein, bien sûr, sur la galénique. À des moments, à certains moments, on voit qu'il y a un décrochage possible. C'est quelque chose que, évidemment, vous travaillez, Agathe Leleu. Oui, bah, c'est vrai que parfois on va essayer d'accompagner pendant ces transitions les enfants où ils sont sous des formes, par exemple, solutions buvables. Et c'est pas forcément très évident. Bah, voilà, chaque fois de se trimballer avec son flacon de sirop, etc. C'est quand même assez visible. Et c'est vrai que au moment de l'adolescence, on a plutôt un sentiment de se dire on veut être comme les autres. Ouais, être comme les autres, de pas montrer qu'on est on est atteint d'une épilepsie. Donc du coup, c'est vrai que ça va être essayer de trouver des moyens de soit switcher vers des formes, par exemple des comprimés ou des gélules, ou en tout cas trouver des formes galéniques les plus adaptées au moment de la vie de l'enfant. Donc ça évolue au fil du temps. Et à l'inverse aussi, parfois, on peut aussi, selon l'évolution des prises en charge, aussi reproposer des... Et revenir... voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas linéaire comme évolution. Alors, je crois qu'on a déjà dit le gros mot éducation thérapeutique, on a déjà prononcé. On va juste revenir 2 minutes dessus parce que c'est un peu presque une arlésienne, on entend beaucoup parler. Et à la fois, est-ce qu'il y a des séances d'éducation thérapeutique dans vos services dédiés? Est-ce que ce que finalement vous faites, c'est pas de l'éducation thérapeutique? J'aimerais bien qu'on essaye de trier parce que finalement, ce gros mot cache soit pas grand-chose, soit beaucoup de choses plutôt. Qui veut se lancer là-dessus? Je peux me lancer. Allez-y, Marianne. Alors c'est vrai que l'éducation thérapeutique, même déjà quand on va voir le patient et dire je vais faire l'éducation thérapeutique, moi je suis pas très à l'aise déjà avec ce terme-là. Je me dis éduquer, alors que maintenant on parle plus d'accompagnement. Et c'est vrai que d'accompagner, c'est pas seulement dans des moments très précis où on vient en plus des consultations. Voilà, ça c'est notre point de vue. Après, on va pas enlever non plus l'intérêt des séances de groupe qui font rencontrer les gens, etc., qui sont pour nous très compliquées à organiser, très chronophages. Il faut des salles et il faut que les patients soient motivés pour venir. Je veux dire, quand on a déjà des rendez-vous à l'hôpital et de leur dire, au fait, 3 heures le jeudi, ça marche pas toujours. Pareil pour les parents qui doivent prendre des demi-journées. Parfois, ils habitent loin, etc. Donc, c'est vrai que, on en reparlera peut-être avec Marine, mais c'est vrai que le moment d'avoir une consultation, parce que moi, personnellement, mais c'est en accord avec l'équipe, c'est-à-dire que j'ai 1 heure, je peux aborder quand même beaucoup de points. Et c'est vrai que l'hospitalisation, on en parlait tout à l'heure, on peut aborder pas mal de points, mais les enfants avec épilepsie, on essaie de moins les hospitaliser possible. Donc du coup, il n'y a pas forcément non plus de moments où on peut attendre. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas la case entre guillemets dédiée éducation thérapeutique qu'on n'en fait pas, quoi. C'est ça que. Après, je pense qu'il faut quand même avoir des formations. C'est bien important. Des formations, parce que la façon dont on écoute et on accueille le discours du patient et de la façon dont on peut mettre en place les choses, il faut quand même. Pareil, ça sort pas de nulle part. C'est une pédagogie particulière. Vous voulez dire qu'il faut que ce soit formalisé, qu'il y ait eu une formation à ça, c'est ça que vous voulez dire? Que tous les intervenants soient formés. Non, mais quand je dis pas la case, je veux dire pas, c'est pas marqué au-dessus de la salle éducation thérapeutique. Si, ça peut. Non, mais ça peut. Oui. Je veux dire, c'est pas obligé, ça se fait aussi dans d'autres cercles et c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais professeur Beur, vous voulez dire que c'est important qu'il y ait aussi la case dédiée Pas forcément, enfin, qu'il y ait une salle où c'est écrit éducation thérapeutique et qu'on en fasse, c'est une chose, mais il y a, dans l'accompagnement, il y a une part avec des séances un peu organisées, très probablement, mais il y a aussi une façon de faire. C'est-à-dire, quand on arrive sur une annonce diagnostique et que des gens ont déjà, je veux dire, c'est pas leur première consultation, on leur dit qu'est-ce que vous avez compris, expliquez-moi. C'est pas la même chose que d'arriver et dire je vais vous expliquer les choses. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un enclenchement de se mettre dans la perspective de qu'est-ce que ça a comme signification pour eux. Voilà. Et il y a toujours un moment ou un autre des phases clés où on peut en faire. C'est pas forcément qu'il y ait des séances dédiées et des choses structurées. Parfois, ça s'y prête bien. Par exemple, chez nous, il y a un programme qui est très structuré avec des séances dédiées. Tout est vraiment millimétré. Par exemple, pour les patients qui ont une mise en place de régime cétogène, tout est vraiment très bien fait avec nos diètes. Elles ont vraiment un parcours. Pour les patients, dans le cadre des épilepsies en général, c'est plutôt un parcours à la carte. C'est rarement
Voilà. Et de la même façon, c'est-à-dire que de faire une annonce diagnostique ou de faire un premier hôpital de jour où on est 2, c'est déjà une espèce de disposition de l'organisation de soins qui est déjà dans l'éducation thérapeutique. C'est pas écrit éducation thérapeutique, mais d'emblée, dès l'annonce diagnostique, on va être un peu dans cette position-là, plutôt que d'être dans voilà, la clinique c'est ça, le EG c'est ça, votre traitement c'est ça, ciao bye. D'accord. Enfin, j'exagère, mais, oui. mais voilà, il y a un peu une modalité. Et puis après, à un moment, les équipes évoluent, font aussi évoluer leur façon de faire. Mais voilà, il y a des choses structurées, ça ne l'est pas toujours, et c'est pas parce que c'est pas structuré et pas écrit noir sur blanc que ça n'a pas lieu. Que ça n'a pas lieu. Mais est-ce que les choses structurées, il y en a suffisamment ou pas, professeur Nguyen? Je pense que... Est-ce que dans les moyens de santé aujourd'hui, il y a suffisamment de choses? Alors, excusez-moi, je sais bien que c'est la question qui tue à chaque fois, mais bon, voilà. C'est la réalité, Non, mais la pénurie. Ben oui. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, on en parle beaucoup, Ah oui. effectivement, d'éducation thérapeutique. Il y a des formations, il y a des programmes, etc. Nous, on a effectivement au moins deux programmes de formation, enfin, d'éducation thérapeutique. Bon. Ce que j'entends et ce qu'on a vécu aussi, c'est que l'idée, c'est donc qu'on fait un diagnostic éducatif pour voir où en sont les familles, et puis on leur propose un programme normalement adapté à ce qu'on a fait dans le premier entretien. Et on a beaucoup de mal à faire revenir les familles, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre des jours en plus. Alors, on essaye de se mettre sur le mercredi, mais le mercredi, il y a judo. Oui, et ce serait dommage quand même aussi donc ça veut dire qu'on manque supprimer des activités. Voilà, et donc on passait beaucoup de temps à faire venir, à essayer de trouver des gens qui viennent, à préparer. Finalement, bon. Ce que ça apporte en plus quand même quand ça fonctionne bien, parce que ça fonctionne quand même régulièrement, c'est les interactions entre parents, les parents et enfants. Et nous, on avait finalement fait évoluer un peu le programme avec une partie gérée par les infirmières d'éducation thérapeutique, une partie sur les médicaments, et puis la psychologue du service, qui à un moment, pour les groupes de grands, parce qu'on a 2 programmes, un pour les petits, un pour les grands, prend les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Et donc ce temps d'échange-là entre parents, entre pères, voilà, avec un encadrement avec la psychologue, c'est toujours très riche. Enfin, les gens ont du mal à venir, mais en repartent contents. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça marche mieux quand on fait venir les parents avec les ados. Alors, au-delà du traitement pur et dur là, dont on parlait, mais bon, on a évoqué un tout petit peu la question de l'école tout à l'heure, vous parliez du PAI. Il y a l'Éducation nationale qui a mis au point un livret sur l'accompagnement de l'enfant épileptique. Est-ce que, je dirais dans le primaire, le collège, est-ce que ça marche? Oula. Pavé. Le livret a le mérite d'exister. D'accord, mais... Voilà. La réalité, c'est que je trouve qu'en 20 ans, les choses ont relativement peu évolué, qu'on doit encore expliquer que tous les patients qui sont face à un écran font pas une crise, qu'ils vont pas tous se noyer dans la piscine, qu'il ne faut pas les mettre à part, qu'ils ont le droit d'aller en séjour scolaire. Enfin, on en est quand même encore à la base de la base. C'est des grosses peurs, je du pense coup, en fait, c'est ça? Il y a beaucoup de méconnaissances, je pense, à la base. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas d'enseignants dans la salle. Mais c'est des gens qui... s'ils sont là, ils sont peut-être en fait, mieux informés. Mais en fait, il y a quand même une disposition où, en fait, eux savent. Et donc, c'est difficile de recevoir ce qu'on a à leur dire. Ils savent parfois mieux. C'est comme ça. Non, mais vraiment, enfin, il y a une part de ça. Mais voilà, après, je pense que... si on veut faire changer les choses au-delà de l'école, je pense que c'est le regard de la société qu'il faut qu'on change. Oui, parce qu'en pas fait, simplement se focaliser. C'est pas le problème n'est pas l'école. Le problème, c'est la stigmatisation des épilepsies en général. Et on ne peut pas attendre de l'école que ce soit complètement différent que la société si on ne fait pas complètement bouger les choses. C'est une vision générale et un peu pessimiste parce qu'on se bat beaucoup, mais il y a quand même aussi plein de trucs formidables qui sont faits, il faut le dire. C'est pas systématique les problèmes, il y a aussi des choses qui sont bien faites. Oui, il y a quand même des choses à l'école, sont... oui, bien sûr. Un petit peu quand même, enfin, on en reparlera tout à l'heure avec témoignage de parents, mais je crois que c'est pire dans l'enseignement supérieur. Il y a quand même des choses un petit peu formalisées, si j'ai bien compris. Enfin, on en reparlera. Mais Marion Danse voulait ajouter quelque chose. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est toujours en fait, le problème du temps. C'est vrai que depuis que j'ai un peu plus de temps dédié vraiment pour le parcours de soins, septembre, c'est toutes les infirmières, enfin, en tout cas tous les soignants qui travaillent en pédiatrie, ils savent très bien que septembre, c'est l'horreur, c'est les PAI et c'est en général les adaptations. Oui. Et c'est vrai que
comme j'ai un peu plus de temps depuis que je suis revenue, j'appelle quand il y a vraiment des... vous les appelez directement. Voilà. Par exemple, j'ai une petite fille qui ne va plus à l'école si sa directrice n'est pas là parce qu'elle est la seule visiblement à savoir ouvrir une bouteille de PAI, de Bucolam, pardon. Visiblement, il doit y avoir un diplôme spécial pour ouvrir une ampoule. Et j'essaye de l'appeler depuis une semaine. L'enfant ne va pas à l'école parce que la directrice est en formation. Donc, voilà. Alors qu'elle fait une crise tous les 6 mois. Donc voilà, c'est clairement pas... voilà. Mais quand j'arrive à joindre les écoles, en général, le dialogue, c'est vrai qu'il a raison, ça commence par comment ça, vous voulez parler de l'accueil de bidule? Non, c'est juste, la maman s'était inquiétée. Un peu de diplomatie, quoi. Voilà, mais vous me racontiez une histoire, je crois que c'est intéressant de la raconter par rapport à un enfant et par rapport à ce que vous évoquiez et aux peurs qu'il peut y avoir, qui étaient mis de côté. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu juste? Il y a 2 là en ce moment. C'est celui qui fait vraiment beaucoup de crises. Et c'est vrai qu'il est systématiquement mis sur un tapis loin de tous les copains. Il ne va plus en cours de récréation, sauf s'il accepte de tenir la main de son AESH. Et lui, il est très vexé. Donc, il ne veut plus aller à l'école. Alors que, voilà. Et celui, le petit filou, qui dit à la maîtresse qu'il est vraiment très fatigué à cause de son traitement. Et qu'en fait, parce que le CP, c'est un peu dur. Et donc, du coup, la maîtresse a dit, je vais mettre un matelas dans la salle, comme dans la classe, comme ça, il ira faire la sieste. Et donc, la directrice s'appelle, dit, mais il dort le matin et l'après-midi. J'ai dit, ah bon, je pensais que c'était le médicament. Et j'appelle la maman, ah bah non, il va au foot tout le week-end. Peut-être que faire les maths et le français. Et donc, on a enlevé le matelas et il va à l'école. On va dire, chez vous, vous existez, infirmière en pratique avancée, donc vous le faites. Si ça n'existe pas, il y a plein de gens ici, je pense, qui n'ont pas la chance d'avoir dans le service. C'est quoi? C'est aux parents d'appeler, de dire bon, mon fils est un petit filou, il peut faire ça. Voilà, c'est compliqué pour les parents. Comment on fait là? Former des infirmières en pratique avancée. Je pense que c'est compliqué pour les parents parce que, et encore une fois, je veux pas du tout stigmatiser le monde des enseignants. C'est compliqué, ils ont des conditions de travail pas simples, etc. Mais faut bien s'imaginer qu'un enseignant, à la fin de la journée, il a 30 parents qui vont tous leur expliquer, vous savez, mon enfant est spécial. C'est normal, c'est notre enfant, donc tous nos enfants sont spéciaux, hein, on est bien d'accord avec ça. Et donc, à un moment, il y a une espèce de surréaction de « oui, je sais, votre enfant est spécial, mais moi, je suis un professionnel de l'enfant, je suis là pour ça, etc. » Ce qui veut dire qu'à un moment, finalement, quand les parents sont, entre guillemets, très demandeurs, il y a parfois une surréaction, un peu ce que je vous ai fait avec le CBD. Oui. Comme je suis un peu saoulé avec le sujet, j'ai tout de suite prévenu le truc en disant « voilà ». Et en fait, c'est très humain, enfin, il y a des dimensions très humaines, mais en même temps, le parent, il se sent hyper légitime en disant, en effet, mon enfant a une épilepsie, entre les crises, les traitements, les symptômes qui ne sont pas complètement liés aux crises, et en fait, il y a une incompréhension d'emblée, en fait, quelque part. Mais alors on fait comment? Le médecin scolaire, il faut passer par le médecin scolaire, la médecine scolaire sert à ça, il n'y en a pas toujours, l'infirmière scolaire, mais à un moment, par une procédure, que ce soit le PAI qui est donné un traitement à l'école, mais les mesures pédagogiques, PAP, PPS, qui permet à un moment de dire l'institution éducation nationale, via sa médecine scolaire, donne ses recommandations. Ce qui permet de ne pas se retrouver dans « mais moi je sais ce qu'il faut faire avec les enfants, vous êtes les parents, tous les parents disent la même chose, oui mais mon enfant est spécial ». Et ce qui fait entre guillemets un peu... C'est le pot de fer contre le pot de terre quelque part. Et en fait, de faire quelque chose d'indirect, c'est très formel, c'est usant pour les parents. Tous les ans, il faut le refaire parce qu'il n'y a aucune mémoire dans l'éducation nationale. C'est un peu dommage, mais c'est une réalité. Donc à tous les ans, il faut tout remettre à zéro. Voilà. Mais malgré tout, c'est probablement un des moyens pour que ce soit appliqué et peut-être le moins en opposition quand ça se met en place. On trouve un tiers de confiance qui est... Il faut le trouver, c'est juste ça, mais bon. Autour de l'école, il y a aussi la problématique de l'orientation scolaire par rapport aux difficultés que peuvent avoir ces enfants. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez accompagner l'enfant, les parents dans cette orientation scolaire? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Il y a la loi à connaître. On parlait tout à l'heure de l'éducation thérapeutique. C'est aussi de permettre aux familles. Enfin, l'accompagnement dans l'éducation thérapeutique, c'est de savoir que ce soit à l'école ou dans l'orientation scolaire ou dans la vie en général, c'est que la personne ait le maximum d'informations pour pouvoir vivre sa vie la mieux possible en mettant la maladie. Donc, je pense que l'orientation scolaire, il faut en parler un peu comme pour les problèmes de transition. Très tôt. Assez tôt, oui. Voilà. Après, la loi, elle est ce qu'elle est. Et après, il y a l'évolution de la maladie qui est aussi ce qu'elle est. Après, de bien faire attention, de dire qu'effectivement, pilote de ligne, tout le monde ne veut pas faire. Mais, comment on fait ça? C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un gamin qui rêve, qui a 7 ans,
je dis n'importe quoi, hein, il veut être pilote, on lui dit je te préviens très tôt parce que comme ça tu le sauras, pilote, t'oublies. On va pas lui dire ça comme ça, à j'imagine. 7 ans, je pense pas, mais à 12 ans, je pense que ça rend service. Voilà, je vais prendre un exemple. Donnez-moi un je exemple. pense que la pire des situations, c'est notre système scolaire pour l'enseignement professionnel, c'est comme ça en France, c'est pas partout en Europe ou dans le monde comme ça, mais notre système scolaire fait que on privilégie la voie académique classique et que toutes les formations à orientation professionnelle, c'est une voie d'orientation par défaut. C'est pas 100% vrai, mais c'est quand même majoritairement comme ça. Vrai. Ce qui veut dire que la voie royale pour le monde de l'enseignement, c'est pas intéressé à développer en disant « Ah mais toi tu as telle compétence, ce serait super, peut-être que tu pourrais faire ça ». Donc c'est souvent un choix par défaut. Et de la même façon, les professionnels de santé sont très au courant de comment adapter à l'école, puisque les difficultés à l'école, qui ne veut pas dire que ce sont toujours des difficultés qui sont d'ordre cognitif, mais les difficultés à l'école sont fréquentes chez les patients avec épilepsie. Mais une fois qu'on passe dans le monde professionnel, ça devient complexe. Et à un moment, je vais prendre, je ne sais pas quel exemple, je vais prendre chauffeur routier, c'est idiot, mais c'est un exemple qui marche bien. Un jeune qui rêve de faire de la logistique et d'être chauffeur routier, admettons qu'à 14 ans, c'est sa motivation. Si je ne lui dis pas à 12 ou à 14 ans que ce sera impossible, pas grave, il va passer, il va rentrer en bac pro logistique. Bon, on va lui faire un encadrement et tout ça. Bon, il va passer, il va apprendre à conduire des petits trucs là dans les usines, lève Manitou, des trucs comme ça. Et puis arrivé à un moment, il va avoir 18 ans, il va avoir l'âge de passer le permis routier. Le permis routier, la législation, c'est 10 ans sans crise et sans traitement. Il avait un peu de difficultés scolaires, 50% des patients avec épilepsie. Il aura fait des efforts, il se sera motivé, il aura trouvé ça génial, il aura fait des stages en entreprise où enfin il n'a pas été discriminé. Et à 18 ans, ou à 19 ans, ou à 20 ans, on va lui dire, en fait, c'est pas possible. Tu vas tout recommencer à zéro. Vous voyez ? Donc en fait, à un moment, mais en partant des compétences qu'il a, essayer de réorienter. Bien entendu, faire rencontrer un conseiller d'orientation. Je veux dire, moi, j'ai aucune idée de toutes les. J'ai découvert des formations professionnalisantes avec certains de mes patients parce que je les ai envoyés au CIO, que je ne connaissais pas du tout. Mais à un moment, ne pas dire. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur pour les enfants en premier, pour les familles en deuxième, mais même pour les professionnels de santé, dire non, tu ne seras pas pompier. Je prends un exemple idiot, mais d'un jeune garçon. C'est pas rendre service. Parce qu'en fait, à un moment, ils vont faire tous les efforts. La société va leur donner un diplôme. On reconnaît ta compétence. Et après, ils vont arriver dans le monde de l'entreprise et le médecin du travail ne donnera jamais de compétences. Faire le deuil de ça, recommencer à zéro, accepter de rentrer dans une nouvelle formation professionnelle. C'est pire que pire. Bon, ouais, on va peut-être... vous vouliez ajouter quelque chose après la salle? Oui, juste effectivement, la question de l'orientation et des difficultés, elle est présente parce que effectivement, dans un certain nombre de ces épilepsies, il y a des difficultés cognitives associées. Voilà. Elles ne sont pas systématiques non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi le risque de dire, de toute façon, il n'y arrive pas, c'est normal, il est épileptique. Oui, alors donc c'est vraiment du sur-mesure. Oui, alors qu'en fait l'enfant n'a pas forcément de difficultés ou qu'il a juste pas envie et que voilà. Donc il y a à être attentif à ça. Et après, effectivement, les enseignants, les professionnels de la santé, pour la plupart, et nous médecins et les autres aussi, on est à peu près tous issus d'une filière générale. Et donc ces filières professionnelles, on les connaît très mal. Les enseignants, on les connaissent très mal aussi, sauf quand ils sont dedans. Et donc ce qui va aider parfois les enfants, c'est juste que leurs parents, ils ont fait une formation et qu'eux, ils vont connaître le système. Et je suis complètement d'accord avec le fait que parfois, on ne sait pas trop, on n'a pas d'idée, on n'écoute pas, on ne cherche pas. On se dit, de toute façon, d'une année sur l'autre, il va bien falloir y arriver. Et on se retrouve avec des grands qui ont un bac général et qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et voilà. On va donner la parole tout de suite à la salle. Oui, voilà. On commence par les questions des réseaux sociaux. On a la chance d'avoir parmi nous Marjorie Tilleul qui gère les réseaux sociaux et qui va nous donner déjà les questions qui sont arrivées sur les réseaux. Et après, on vous passe la parole. Alors, on a 2 participantes qui aimeraient parler des enfants pharmacorésistants et notamment la solution chirurgicale, les nouvelles techniques, les risques, la convalescence et le gamma knife. Ok, très bien. La définition de l'épilepsie pharmacorésistante, c'est une définition qui a été faite sur la base de données scientifiques. Et aujourd'hui, même s'il y a des controverses sur ce sujet, les patients qui continuent à faire des crises malgré 2 traitements à la bonne posologie et adaptés pour l'épilepsie sont définis pharmacorésistants. Cette définition, elle a été, quand elle a été faite,
très orienté avec une idée sous-jacente qui est de repérer précocement les patients qui pourraient avoir une solution autre que des médicaments et notamment la chirurgie. Ça pose des problématiques par ailleurs, notamment de oui d'accord, mais c'est pas que 0 ou 1, faire beaucoup moins de crises ou faire beaucoup moins de crises qui amènent aux urgences, c'est quand même une variable un peu entre les deux que faire des crises ou faire pas de crise. Bon, pour faire un peu simple sur la controverse actuelle. La solution chirurgicale, elle n'existe pas pour toutes les épilepsies. On ne peut pas opérer tous les patients, qu'on soit clair tout de suite. Il y a 2 grands principes. Vincent, tu me corriges si je dis des bêtises. Le premier principe, c'est savoir identifier une zone de départ. Bon, j'exagère, parfois c'est un peu plus complexe que ça, mais savoir d'où ça part. Et la deuxième chose, si on décide d'enlever, quelle que soit la technique d'enlever, cette zone qui est le point de départ, est-ce que ça donne des conséquences fonctionnelles acceptables? Les neurochirurgiens, les gens qui opèrent le cerveau, dès leur plus jeune enfance de neurochirurgiens, ils apprennent des zones qui sont très particulières, où ils ne touchent jamais, quelques exceptions, sauf s'ils n'ont pas le choix, mais aucun neurochirurgien veut opérer un patient qui se réveillera et qui aura un problème de motricité, puis bouger d'un côté, ou puis bouger un bras ou une jambe. Donc ils connaissent parfaitement ces zones-là. Deuxième chose, qui ne parle plus ou qui ne comprend plus le langage ou qui ne lit plus, c'est un langage écrit. Et la troisième chose, qui n'a plus de mémoire, ou qui a des problématiques de mémoire. Ce qui veut dire que si à un moment on aligne on connaît le point de départ et on peut toucher à ce point de départ sans conséquences fonctionnelles majeures sur ces 3 grands thèmes, même si c'est un peu plus complexe que ça, on peut envisager une chirurgie. Après, parfois, par exemple, pour accéder à la zone qu'il faut enlever, il faut passer en plein milieu de la zone de langage. Donc c'est pas la zone de langage qui était concernée, mais malgré tout, vous avez parfois des problématiques techniques. Il existe différentes techniques pour le fameux enlever la zone. Il y en a différentes, mais bon, on peut schématiser les choses. La chirurgie, enlever la zone, au bistouri, on ouvre et on enlève. Quand on veut repérer les points de départ, parfois on est obligé de faire des enregistrements à l'intérieur du cerveau. Et si les électrodes servent à récupérer l'information d'où ça part, on peut aussi choisir sur l'électrode de renvoyer de l'électricité. Et quand vous renvoyez de l'électricité, vous avez déjà fait ça avec une pile, vous avez mis un fil, puis vous avez mis le doigt, et puis vous êtes un peu... ça chauffait. On peut faire la même chose, c'est-à-dire électrocoaguler grâce aux électrodes. On peut maintenant, il y a des nouvelles techniques où on peut descendre une fibre laser, et là aussi en amenant de la chaleur, c'est plus précis probablement, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, c'est des nouvelles techniques chirurgicales, où en mettant la fibre laser, c'est probablement plus précis, on arrive à mieux modéliser que faire chauffer un fil électrique. J'exagère encore une fois, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Le gamma knife, c'est une technique particulière qui, là aussi, avec des rayons gamma, en fait, vont cibler une zone et on va les griller. Donc, elles ont toutes des techniques avec des avantages et des inconvénients. C'est pas utilisable tout le temps, mais voilà un peu pour schématiser les aspects chirurgicaux. Et du coup, j'ai une réponse en direct. On me demande si une deuxième chirurgie, c'est possible. Sous certaines réserves, oui. Une deuxième chirurgie est possible. Ah, je vais dire un truc que je vais dire tout de suite. Je ne fais pas de consultation devant à peu près 70 personnes. Donc les questions ultra personnelles d'un cas clinique, je suis disponible à la pause et à la fin, mais je ne ferai pas de consultation en direct. Je le dis toujours en grand public. Donc, et si ça vient des réseaux sociaux aussi, je ne ferai pas de consultation personnalisée. Mais oui, une deuxième chirurgie est envisageable. Pour différentes raisons, il faut probablement réanalyser l'ensemble des données qu'avait donné, si on a enlevé le morceau, est-ce qu'il y avait vraiment l'anomalie classique, par exemple dans les dysplasies focales corticales, au microscope il y a des aspects très... Est-ce qu'ils sont présents, pas présents? Si on avait enregistré, parce que l'IRM était normal, un point de départ, de réanalyser toutes les électrodes du SEEG, est-ce que c'était vraiment le point de départ? Est-ce qu'on était proche du point de départ et comment on pourrait réanalyser les choses? Voilà. C'est pas exclu, mais ça peut se faire. Ouais. On passe d'abord la parole à la salle et après on reviendra sur les questions en direct. Sauf s'il n'y a pas de questions à la salle. Si, il y a des questions. Oui, bonjour. Je voudrais aborder un sujet douloureux.
Je suis la maman d'une jeune fille qui s'appelait Daphné, qui est décédée il y a 6 mois, à 18 ans, quelques jours avant de passer le bac. Elle était suivie pour épilepsie depuis ses 12 ans. Elle n'était pas du tout pharmacorésistante. Elle avait peu de crises, à part en 2021, après la prise de macrogol, elle prenait de l'amygdale, ça a complètement perturbé son traitement. Et elle avait fait que 3 crises, enfin, on va dire même 2 crises avant la dernière, dans les 15 derniers mois. On n'a jamais été informé du risque de mort subite qui existe. J'étais en relation avec d'autres parents qui étaient dans la même détresse que moi, enfin moins parce que c'était moins récent. Mais apparemment, personne ne parle de mort subite. Et c'est relativement fréquent. Non, c'est pas fréquent, mais c'est pas anodin. Et puis surtout, quand je vois les consignes qui sont données, je suis désolée, elles sont pas adaptées. Elles sont pas adaptées parce que depuis 2008, on sait que les 3 premières minutes qui suivent la crise sont fondamentales. Il y a une étude Mortemus qui a montré justement qu'entre 3 et 10 minutes, une intervention et même une petite sollicitation, enfin, sans faire une grosse réanimation, parce que la plupart des gens qui décèdent de SUDEP, c'est quand ils sont seuls, entre 80 et 90%. Moi, ma fille n'était pas seule, mais comme on s'était habitué à cette maladie, la vigilance n'a pas été ce qu'elle aurait dû être après l'avoir mis en PLS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la surveillance n'a pas été suffisamment rapprochée. Ça se trouve qu'elle respirait peut-être déjà plus quand elle a été en PLS. Vous dites qu'il ne faut pas bouger une personne qui fait une crise, mais moi je la mettais toujours sur le côté parce que je pensais à ce risque d'avaler, enfin de faire des régurgitations. Et effectivement, elle a sans doute fait ça avant qu'elle ait été mise en PLS. Voilà, donc quand j'ai découvert le risque après, je me suis énormément renseignée depuis. J'ai vu que c'était 1 sur 1000 patients épileptiques qui décédaient, mais c'est chaque année. Et 1 sur 1000 quand on prend l'ensemble des épileptiques, mais quand on prend ceux qui font des crises dégénéralisées tonico-cloniques, c'est jusqu'à 15 fois plus si ce n'est pas davantage. Donc c'est énorme. Et quand on donne des consignes qui sont adressées à des personnes justement qui font des crises généralisées tonico-cloniques, il faut prendre en compte ce risque. Alors je sais que vous ne voulez pas alarmer trop les personnes pour pas qu'elles vivent dans l'angoisse, mais il faut trouver un juste milieu. Il faut dire, voilà, parce que nous, on est complètement décevants. Enfin, vous imaginez, on n'a pas porté suffisamment l'attention qu'il fallait, mais... Et puis elle était stressée par ce bac, enfin, ça se voyait pas, mais elle est décédée pendant la période la plus stressante de sa vie. Alors je vois qu'il y a des tas de recherches qui sont faites, mais le facteur stress, le facteur angoisse, il n'est pas pris en compte non plus. Et alors je sais bien que pour peut-être certains médecins, c'est un peu ce qu'on me dit, elle est décédée là, elle serait peut-être descendue une autre fois. Mais peut-être qu'elle ne serait pas décédée du tout si elle avait passé ce mur que représentait ce bac plus Parcoursup et l'orientation. Parce que Parcoursup, on a fait des journées portes ouvertes. Moi, on a eu quelqu'un qui nous a dit, bien, vous savez, parce que je me demandais s'il fallait parler de l'épilepsie parce qu'elle ne pouvait pas faire tellement d'activités. Maintenant, c'est ce qui est valorisé. Hein. Donc je disais, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Et puis on m'a dit, écoutez, vous savez, entre un dossier quelqu'un malade et quelqu'un qui n'est pas malade, à compétence égale, à votre avis, qui on va prendre? Voilà, on en était resté là. Bon, elle n'a pas eu à finaliser son dossier, c'est sur Parcoursup, elle n'a pas passé son bac. Et elle est décédée de cette mort subite dont personne ne parle, en fait. Alors, je comprends, parce que j'ai vu, elle était suivie, elle était elle était toujours en pédiatrie, puisqu'elle venait d'avoir 18 ans. Mais donc elle était, je crois, relativement bien suivie, mais mon médecin m'a dit, vous imaginez, vous auriez vécu dans l'angoisse. Je ne suis pas sûre. Et puis on l'aurait certainement mieux déstressée. Enfin, voilà, je m'arrête là parce que je laisse la parole, mais pour moi c'est un gros sujet, il faut absolument... La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord je veux vous remercier pour votre témoignage, et j'aimerais qu'on reste en contact après d'ailleurs. Je pense que les choses sont encore inégales sur le territoire français, sur la façon dont les choses se passent. Il y a 7-8 ans, je suis revenu d'un congrès, qui était le congrès de l'American Epilepsy Society, où ils avaient fait une session spécifique sur les morts subites, les SUDEP, comme on dit dans notre jargon pédiatrique. Et à la fin de cette session de 2 heures, il y avait un témoignage très proche du vôtre, madame. Et je suis revenu, un peu surexcité de ce congrès, parce que je me suis dit comment on fait pour en parler, il faut en parler à tout le monde, Et je suis revenu dans mon équipe et j'ai dit, voilà, on va parler à tout le monde des SUDEP.
et on va dire que j'ai reçu une volée de bois vert. Je finis l'histoire. Je pense qu'on n'était pas complètement prêt, mais on a gardé ce fil et on a continué à avancer. Aujourd'hui, je pense que dans notre équipe, à part exception pour des situations particulières, toutes les familles entendent parler de SUDEP. Peut-être pas les épilepsies absence de l'enfant, mais ils font zéro crise tonico-clonique généralisée. Y compris dans les épilepsies qu'on appelait dans le temps bénignes. C'est un risque rare, mais c'est un risque qui existe. Et je vous rejoins pour dire qu'il est inacceptable de ne jamais en avoir entendu parler. C'est souvent beaucoup plus difficile dans des situations où on peut arriver de passer à côté. Quand on reprend un deuxième, troisième, quatrième avis, ce qui arrive dans des centres de référence, c'est pas toujours très simple de reprendre tout à zéro. Mais quand l'annonce diagnostique se fait au départ, en tout cas pour toutes les familles qui ont lieu ici, la première crise que vous avez vécue en tant que proche ou comme parent, vous avez eu le sentiment d'un danger imminent. Basé sur ça, je pense qu'on a une porte ouverte pour parler de ce risque, qui n'est pas un risque fréquent, mais qui est un risque. 1 sur 1000 patients, 1 sur 2000 patients, les études épidémiologiques varient autour de ça, et on connaît les facteurs de risque. Au début de la maladie, les facteurs de risque, ils sont peu fréquents. Être pharmacorésistant, ne pas bien prendre son traitement, habiter de façon isolée. Il y en a d'autres, et vous avez raison, on peut avoir peu de crises, et malgré tout, avoir ces facteurs, être exposé à ce risque-là. Je pense qu'il faut en parler. La communauté a probablement un effort à faire sur ce sujet. C'est pas facile pour les familles de façon évidente, pour les soignants non plus. C'est pas un sujet facile. Tout ce que vous avez dit est archi vrai. Je pense qu'il y a aussi encore des méconnaissances chez les soignants, que le risque c'est pas pendant la crise et qu'il y a eu un gros effort pour dédramatiser la peur. Mais de dédramatiser en donnant qu'une information tronquée, c'est pas la bonne solution non plus. Que le risque il est en post-crise, c'est vrai également de dire que de stimuler, tapoter, être présent est probablement quelque chose à faire. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Voilà. Je vous rejoins à 100%, je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit, madame. Alors si je peux compléter, c'est effectivement malheureusement des témoignages qu'on entend et qu'on vit aussi de temps en temps sur des patients. En fait, il y a un réseau qui s'appelle Réseau Sentinelle Mortalité qui existe. On a tous les uns et les autres déjà organisé des colloques, des sujets là-dessus, avec en réalité le frein de parler du risque de décès, de mort subite dans l'épilepsie. C'est un non-dit qui est beaucoup dans la tête des professionnels. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu disais, dans la tête des parents, et quand on discute avec eux, ce qu'on disait tout à l'heure, les infirmières épilepsie, après la première crise, même la première crise fébrile qui n'a pas duré, ce que disent les parents, c'est on a cru qu'il était mort. La première crise, pour une crise fébrile chez un enfant de 2 ans, c'est ça, et ils arrivent avec cette angoisse-là. Donc de dire que ce risque n'est pas, qu'on n'a pas ce risque en tête, c'est pas complètement vrai, parce qu'on l'a, c'est cette peur-là qui existe, et c'est cette peur-là qui fait beaucoup dans la manière dont on prend en charge l'épilepsie et le patient. C'est cette peur qui fait que les enseignants disent oh là là, moi j'en veux pas parce que j'ai peur, le club de sport j'en veux pas parce que j'ai peur, et c'est de ça qu'ils ont peur en fait. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on aborde ça à un autre moment que juste la période post-crise immédiate au début où il y a cette peur, et puis finalement après on s'habitue entre guillemets au fait qu'il y ait des crises, puis on oublie un peu ça qu'on avait, et puis quand ça va, nous on est content de voir des patients qui vont bien. On n'a pas toujours envie de dire au fait tout va bien, mais il y a toujours ce sujet-là. Et donc la difficulté, la réaction que tu dis effectivement quand on rentre, c'est plus nous en tant que professionnels. Parfois on a, moi ça m'est arrivé dans des situations comme ça de redire, mais avec une maman, de lui dire c'est vrai on n'avait pas parlé, mais elle me dit mais moi en fait j'y pensais tous les jours. Je vous en ai jamais parlé, mais j'y pensais tous les jours. Donc le jour où c'est arrivé, c'était une épilepsie pharmacorésistante, etc. C'était ça que j'avais en tête. Et donc c'est plus réussir à dépasser ce recul-là, parce qu'on n'a pas envie de parler de choses qui vont pas. Enfin voilà, de réussir à aborder le sujet
Et puis, de reprendre les consignes, de reprendre des consignes de prudence. Hein. On avait fait il y a quelques temps, j'ai oublié son nom, une maman qui s'occupe du réseau. Enfin voilà, de reprendre les consignes, oui, de famille. Voilà, de dire. Elle racontait ça, qu'elle elle reçoit des coups de fil d'une jeune fille qui avait fait une crise et qui avait failli se noyer. Et donc il y a des consignes, pas prendre des douches, pas des bains, pas tout seul, etc. en fonction des crises. Et qui finalement, une fois passé ça, la jeune fille, elle dit bon, c'est bon, je vais pouvoir reprendre des bains, quoi. Enfin, en se disant que c'est difficile d'aborder le sujet et puis de donner des consignes qui ne soient pas tout le temps restrictives non plus. Mais clairement, et ça a fait partie en Angleterre, là, ils ont fait tout un moment, il y a eu justement une campagne autour de l'épilepsie, de dire il y a un certain nombre de décès évitables dans l'épilepsie et qu'on pourrait éviter par une meilleure prise en charge de cette période un peu critique qui est souvent l'adolescence, la période de transition, où effectivement parfois on a pu rater des choses en se disant peut-être que le jeune n'a pas oublie des traitements parce qu'il y a d'autres choses qui viennent et qu'avant c'était les parents qui les donnaient matin, midi et soir et que là il est un peu tout seul puis on va sauter une prise et on sait que c'est à ces moments-là qu'il y a plus de risques. Hein, mais voilà, malheureusement votre témoignage n'est pas isolé. Mini complément, juste pour aller dans votre sens, l'HAS, après les recommandations qui étaient faites pour les professionnels, a fait un parcours de soins. Les recommandations étaient un peu light, à mon avis, sur le sujet des SUDEP. Dans le parcours de soins, c'est écrit noir sur blanc qu'au moment de l'annonce diagnostique, il doit y avoir un temps sur les SUDEP. Ça a été compliqué, parce que dans le parcours de soins, doit respecter ce qui est écrit dans les recommandations, mais les professionnels de santé présents pour les recommandations du parcours de soins et les associations ont réussi à pousser suffisamment. C'est écrit noir sur blanc dans le parcours de soins. Une petite dernière question dans la salle. 2 questions dans la salle. Ok. Le micro, il circule. Il est où? Donc il y a une question là, madame, et je crois que monsieur derrière aussi, qui avait levé la main tout à l'heure. Merci. Oui, je voudrais revenir, professeur, sur la thérapie génique. Quand l'enfant, c'est mon petit-fils, dans sa première année de vie, on lui a diagnostiqué le syndrome de Dravet, il a donc eu une analyse génétique. Quand les prochaines personnes bénéficieront de cette analyse génétique, est-ce qu'il y aura à nouveau refait un contrôle génétique? Je ne sais pas si je me suis... Non, j'ai pas bien compris. J'espère comprendre. Oui. Ce que vous voulez dire, c'est si on fait une thérapie génique, est-ce que derrière on leur refait une analyse génétique pour vérifier que ça a disparu? C'est ça. On ne sait pas en fait. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a 2 choses. La première chose, c'est que ces thérapies sont en cours d'expérimentation. Oui. Si on parle des oligonucléotides antisens, il n'y a pas de modification de l'ADN. Donc il n'y aura pas de mesure de ça. La mesure, c'est soit est-ce que les crises ont baissé, est-ce qu'il y a des changements dans les parties non crises, développement cognitif et comportemental, c'est ça qui va être mesuré. Oui. Dans la thérapie génique par vecteurs viraux, ça va toucher un et un seul type de cellules cérébrales. On peut faire les analyses génétiques, elles se font sur le sang, comme vous savez, on fait une prise de sang. Donc le sang ne sera jamais modifié, l'ADN du sang ne sera jamais modifié. Donc il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, la question scientifique et la question médicale, c'est est-ce que ces thérapies vont changer quelque chose? Est-ce que ce sera vraiment efficace pour baisser les crises? Oui, non. Et est-ce que ça va changer le cours naturel, entre guillemets, de cette maladie qui, au-delà des crises, fait que 100% des patients ont une atteinte cognitive et comportementale dans le cadre du syndrome de Dravet et d'autres épilepsies génétiques. Voilà. Oui, oui. D'accord. Pour compléter, il y a quelques maladies où on commence déjà à faire des thérapies géniques. On ne fait pas de contrôle du patrimoine génétique en post-thérapie génique. Ah oui, d'accord. Merci. Monsieur, une question juste derrière, oui, c'est ça. Si on peut lui passer le micro. Hop, de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Voilà, juste là. Merci. Allô, vous m'entendez? Vous avez parlé de thérapie génique. Ma question dépasse un peu le cadre de d'épilepsie pour les enfants et traite d'un espoir. Je voudrais savoir si, au-delà du cadre génétique, on peut
envisager, dans le cadre de la thérapie génique, envisager d'aller cibler des zones du cerveau qui auraient été détruites par un traumatisme? La thérapie génique, ça ne permet pas de reconstruire un cerveau, je ne le crois pas. En tout cas, dans l'état de mes connaissances et tel que je l'imagine avec mes connaissances médicales et scientifiques. Par contre, des choses dont je n'ai pas parlé, c'est encore préliminaire. Il y a un premier essai humain avec un peu moins de 10 patients qui est sorti, mais dont les résultats sont assez intéressants. C'est les thérapies cellulaires. C'est-à-dire de prendre des cellules, de les reprogrammer, par exemple de produire dans notre... Vous savez que notre cerveau est baigné de chimie, avec des signaux chimiques qui ont tendance à augmenter l'excitabilité, plus d'électricité, d'autres qui ont tendance à la moduler, moins d'électricité. Et un des produits chimiques qui est responsable de moins d'électricité, c'est le GABA. Et on peut faire des cellules qu'on va réingénieriser pour faire produire un peu plus de GABA. Et on peut faire des greffes de ces cellules à l'intérieur du cerveau, dans des endroits stratégiques. Et il y a des choses qui ont été faites comme ça. D'abord sur des modèles expérimentaux, et puis après chez des humains. Les premières données sont sorties au mois d'avril dernier à l'American Academy de Neurologie, avec des choses qui sont encourageantes, avec un biais, c'est toujours la même chose. Si ce n'était pas encourageant, ce serait moins connu du grand public, donc il faudra vraiment des vraies démonstrations à un moment avec des techniques appropriées. Donc voilà, je vous ai parlé d'un exemple parce que si vous regardez un peu les informations, les choses qui sont sensationnelles sont souvent bien relayées dans les médias, celles qui le sont moins, un peu moins. J'ai pas choisi de parler des thérapies cellulaires, mais ça fait partie aussi des choses qui vont potentiellement arriver, à condition que ce soit avec suffisamment de sécurité, avec suffisamment d'efficacité. Sinon, ça disparaîtra dans les oubliettes de l'histoire. Merci pour les questions. On vous aura un deuxième, vous inquiétez pas, vous pourrez reposer des questions tout à l'heure. On va faire une petite pause toute courte, 5-10 minutes. 10 minutes. Il y a un petit point café, il y a des petites choses sucrées. Allez-y, c'est tout prêt. On vous retrouve très vite.